Nat, j'ai regardé le texte là pour le top 10. Ça va pas du tout. Pourquoi? Bon, déjà la numéro 8, elle mériterait d'être beaucoup plus haut, mais la numéro 2... Mais c'est quoi le problème avec la numéro 2? On peut pas faire ça, ça va être le perso le plus détesté sur internet depuis des années. Déjà, on a la numéro 5, on est morte, mais alors celle-là... Alice, on peut pas reculer devant un défi, nous avons une mission. Qu'importe les difficultés, qu'importe la vie générale, nous devons lutter pour les bons personnages. Ok... Bonjour à tous. Aujourd'hui, à l'occasion de la Journée de la Femme, voici un petit top 10 de nos personnages féminins préférés, que ce soit dans les films, dans les jeux vidéo, dans les livres ou dans les séries télé. Aucun critère particulier pour figurer sur la liste, hormis être un personnage fictif que nous aimons toutes les deux particulièrement. Et qu'on soit bien d'accord, il y a des dizaines de personnages qui méritent leur place ici, et même l'ordre qu'on a établi pourrait être complètement différent. On ne prétend pas désigner les meilleurs, juste ceux que nous aimons le plus, pour une raison ou une autre. Quitte, pourquoi pas, à refaire une liste l'année prochaine pour donner une visibilité à d'autres. Et sans plus attendre, allons-y. Numéro 10, Clémentine, The Walking Dead. On commence tranquillement avec une petite fille dont on vous a déjà un peu parlé. Clémentine est un personnage des jeux vidéo The Walking Dead, auquel nous avons consacré une matinale. Pendant la première saison du jeu, vous, le joueur qui incarnait Lee, devez vous occuper de Clémentine qui a perdu ses parents en pleine apocalypse zombie. Elle est seule, elle est fragile, elle a peur. Vous devez la protéger, bien sûr, mais aussi lui transmettre une morale et lui apprendre à survivre par ses propres moyens. Pour autant, le jeu ne joue pas du fait qu'elle serait, selon les stéréotypes, plus mignonne ou plus fragile qu'un personnage de petit garçon. Sa relation avec Lee n'est pas spéciale parce qu'elle est une fille, elle est spéciale parce qu'elle est un enfant et que les adultes protègent et élèvent les enfants. Et puis, en saison 2, le joueur se retrouve à incarner Clémentine elle-même qui n'a que 1 an ou 2 de plus. C'est un choix permettant un système de jeu davantage basé sur l'esquive que sur l'affrontement des ennemis, mais c'est aussi un pari risqué, beaucoup de joueurs n'ayant pas la moindre envie d'incarner une petite fille dans un jeu de zombies. Mais pour le coup, Clémentine n'est pas si démunie que ça. Suite aux enseignements de Lee, elle est devenue très endurante, très futée et bien trop adulte. Ce n'est pas non plus un roc inébranlable pour autant, elle a les failles, les limites et la fragilité d'un préado. Et toujours, Clémentine pourrait être un personnage de petit garçon que ça ne changerait pas grand-chose. Ses caractéristiques de personnage, ses qualités et ses défauts ne tiennent pas à son sexe, mais au fait qu'elle soit courageuse, opiniâtre et endurante. Et ça, c'est bien. Numéro 9, Mabel Pines, Gravity Falls. Voici un personnage qui est très certainement caractérisé en tant que fille. Mabel, c'est le rose. Mabel, c'est les paillettes. Mabel, c'est l'amour inconditionnel d'une préado pour les garçons mystérieux, les boys bands et les vampires. Please be a vampire, please be a vampire. Oui, Mabel est girly, mais vous savez quoi? Être girly ne fait pas de vous un mauvais personnage, ni même une mauvaise personne. On aime le personnage de Mabel pour sa gentillesse, son énergie et son optimisme. On l'aime parce qu'elle est fofolle et excentrique, toujours vêtue de pulls plus kitsch les uns que les autres, et passionnée par les stickers, son cochon Waddles et les lance-grappins. On l'aime parce qu'elle est incapable de mentir et pas rancunière pour un sou. On l'aime parce qu'elle tombe constamment amoureuse. Et qu'elle va d'aventure à la Scooby-Doo en mystère à la Lost. On l'aime parce que elle et son frère jumeau Dipper sont unis comme les doigts de la main. Impossible de résister à Mabel, elle est trop adorable et drôle. Numéro 8, Mallory Archer, Archer. J'ai eu beaucoup de mal à choisir mon personnage féminin préféré parmi les 4 principaux de la série Archer. J'ai voulu tricher en mettant les 4, mais Natacha m'en a empêché. C'est pas vrai! Pour la faire courte, Archer raconte les aventures d'une agence d'espionnage aux États-Unis. La série est une parodie du genre et tous ses personnages reprennent les clichés habituels. Mallory, c'est la dame âgée qui possède classe, sophistication et pouvoir. Elle est à la tête de l'agence, elle est sévère et elle n'a peur de rien. Elle ne se déplace jamais sans son Magnum calibre 44 dans son sac à main, et c'est la mère de l'espion principal sous ses ordres. On peut tout à fait la voir comme une sorte de M. Sauf que on est dans Archer, et que Mallory est forcément un peu tarée. Elle est alcoolique, elle prend beaucoup de plaisir à maltraiter ses employés, elle détourne les fonds de son agence à ses propres fins, elle tente d'arnaquer le gouvernement par des chantages à la bombe nucléaire, c'est une cougar qui s'est tapé Burt Reynolds, le petit-fils de Roosevelt ou encore Buddy Rich, elle est raciste, elle est très probablement homophobe, elle est élitiste, elle est méprisante, elle pose nue avec sa chienne Duchesse, et l'une des premières scènes de l'épisode 1 la montre se masturbant au téléphone avec le directeur du KGB. Jusqu'à ce que son fils la surprenne.
Son fils, d'ailleurs, qu'elle a complètement castré, dont le nom de code est Duchesse comme la chienne, dont par négligence elle ne s'est jamais occupée et qu'elle punissait, quand il était petit, à coups de raquettes de ping-pong, le conduisant une fois adulte à fantasmer sexuellement sur l'objet. Au passage, sachez qu'elle est doublée en VO par Jessica Walter, qui est décidément abonnée aux mères alcooliques, racistes et castratrices. Mallory est un cas limite, elle est odieuse, elle est ordurière, elle est horrible, elle est surtout violente et drôle. C'est vraiment un personnage jouissif, mais à l'image de tous les personnages de la série, à l'image de la série elle-même. Vraiment, regardez Archer si c'est pas encore fait. Numéro 7. Anne Lewis, Robocop. Et on continue avec un bon vieux film. Ouais, enfin, il a que 27 ans. Bah quoi, c'est vieux, non? Je suis désolée pour toutes les personnes de 27 ans et plus qui nous regardent. Anne Lewis est la collègue de Murphy, le policier devenu Robocop. Elle est la première à le reconnaître sous son armure et elle va l'aider à se rapprocher de l'homme qu'il était avant. Lewis se caractérise avant tout par sa loyauté, son courage et surtout son humanité. Elle aide son ami face aux criminels et dans sa quête identitaire parce qu'elle est trop forte. Ce qui est intéressant avec ce personnage, c'est que comme Clémentine, à aucun moment Lewis n'est traité spécialement comme un personnage féminin. On a l'impression qu'au scénario, ils se sont dit que le plus important était d'abord de créer un collègue bien caractérisé à Murphy, sans se poser la question de son genre, qui n'est venu qu'après coup. La présence de Lewis dans Stop, c'est aussi l'occasion d'un petit coup de gueule. Comme j'adore le premier film Robocop, j'ai décidé de regarder le remake de 2014. Si vous avez vu le film, vous savez que Lewis est toujours là, aux côtés de Murphy. Mais si, regardez mieux, là, oui, là, Lewis, car c'est toujours son nom, est devenu un homme. Lewis, c'est maintenant le coéquipier black de Murphy. Pourquoi ? Internet vous dit Jack Lewis est une référence à Anne Lewis. Vous avez pas un peu l'impression que c'est Internet qui vous prend pour des cons ? Rien ne justifie ce changement de sexe. À la rigueur, ils ont peut-être pensé que le casting du film original était trop blanc. Pas de souci, mais alors, pourquoi Lewis n'est pas juste devenue une nana noire ? Par contre, dans le remake, la femme de Murphy a pris beaucoup d'importance, là où elle était assez secondaire dans l'original. Alors quoi ? 2 personnages féminins importants, c'était trop pour le film ? Je ne vois pas d'autre explication, et je trouve ça naze. Lewis était un putain de personnage féminin qui parvenait à éviter les clichés dans un film d'action et d'anticipation de 87 plutôt destiné à un public masculin. Et en 2014, on se dit que finalement, un protagoniste masculin marié ne peut pas avoir de meilleure amie femme ? Qu'au nom de la camaraderie, il faut que l'ami en question soit un mec ? Bref, regardez le Robocop de 87, parce que c'est un très bon film, et parce que Anne Lewis, juste Anne Lewis. Numéro 6. Toph Beifong, Avatar, le dernier maître de l'air, Avatar, la légende de Korra et les comics et romans dérivés. Avatar, c'est encore une série bourrée de personnages féminins fabuleux. Mais pour une fois, Josiane n'a pas été trop difficile, tant Toph emporte vraiment notre sympathie totale. Petite et aveugle, Toph a été élevée comme une délicate jeune noble, étouffée par les conventions sociales et familiales. Mais derrière cette façade, elle est en réalité brute et solide comme l'élément qu'elle maîtrise, la terre. Elle crache, elle jure, elle est facilement irritable, elle abreuve les autres de sarcasme et se moque d'elle-même, ne se plaignant jamais, à peine de ses parents avec qui c'est très compliqué, et jamais de sa cécité. C'est une autodidacte qui a 12 ans, déjà des hommes bien plus âgés et costauds qu'elle, et c'est un génie qui invente une nouvelle technique à elle toute seule. À l'origine, Toph devait être un personnage masculin, grand, fort et costaud. C'est que petit à petit qu'ils se sont dit qu'un personnage de petite fille aveugle qui casse la figure au grand garçon costaud, c'était justement une idée plus originale, plus sympathique et plus drôle. Comme elle a appris à être forte malgré son handicap, elle est très fière de savoir se débrouiller seule, au point d'être parfois égoïste et bornée. Elle est si indépendante qu'elle a du mal avec l'esprit de groupe, ce qui la met en conflit avec ses amis Aang ou Katara, deux mentalités diamétralement opposées. Toph est très à l'aise avec ce qu'elle est, même si ce qu'elle est dérange parfois les autres. Elle ignore à quoi elle ressemble physiquement et ne se soucie pas de son apparence, même si ce n'est pas une raison pour se laisser faire si on se moque d'elle. Elle qui ne voit pas les choses est bien plus intéressée par leur intériorité, comme lorsqu'elles sondent les profondeurs de la Terre ou captent les vibrations d'une personne qui ment. En fait, Toph est quelqu'un de subtil et même de poétique quand on y pense. Après ses aventures dans le dernier maître de l'air, elle fonde une académie pour enseigner à d'autres sa technique de maîtrise du métal avant de devenir chef de la police de Republic City. Elle élève seule 2 filles, qu'elle a eues de pères différents dont elle ne parle jamais, leur laissant à chacune la liberté de choisir sa propre voie dans la vie. Quand l'une d'elles tombe dans le crime, elle n'hésite pas pour la protéger à falsifier ses propres rapports de police avant de démissionner. Même avec l'âge, Toph reste elle-même. Forte tête, refusant l'autorité, Toph est un personnage qui n'hésite pas à s'élever même contre ses propres amis et nous, on ne boude pas notre plaisir à l'aimer, elle et ses contradictions. Numéro 5, Amy Dune, les apparences. Les personnages féminins ne sont pas forcément gentils et empreints de valeurs positives.
ils peuvent être aussi violents et mauvais que leurs comparses masculins. Écrit par Gillian Flynn, qui se considère comme féministe, les apparences nous montrent Amy Dune, une femme belle, brillante et fondamentalement mauvaise. Si dans cette vidéo on se base davantage sur le roman que sur le film, c'est que ce dernier, néanmoins coécrit avec Gillian Flynn, a coupé certains éléments intéressants de son matériau d'origine. L'écart social gigantesque entre Amy et son mari, le commentaire sur la situation économique du pays et de ses ménages, ainsi que beaucoup de ce qui faisait la richesse du personnage. Amy dans le livre vous fascine et vous repousse à la fois, et là où le roman est très fort, c'est dans la façon qu'il a de vous faire parfois prendre parti pour elle, alors même que vous voyez bien à quel point elle est mauvaise. Amy dans le film est un poil moins complexe, et va davantage apparaître comme le stéréotype misogyne de la femme hystérique et folle, et faire de son mari une pauvre victime innocente. Le film a fait couler beaucoup d'encre sur ces questions, et c'est vrai que le personnage d'Amy peut être perçu comme un personnage violemment féministe et violemment misogyne. C'est ce qui fait toute la richesse et la complexité du personnage, et c'est ce qui fait qu'on l'aime. Amy n'est pas une séductrice en tenue moulante ou une affreuse vieille sorcière, les deux stéréotypes de femmes mauvaises qui représentent le fantasme et l'anti-fantasme. C'est, en dépit du lecteur et du spectateur, un personnage qu'on admire, un génie du mal dont l'esprit retors fascine et qu'on prend plaisir à voir triompher, comme on a pris plaisir avec tant d'autres personnages mauvais dans d'autres œuvres de fiction. Mais bon, retors, machiavélique, génie du mal, tout ça, c'est des termes trop bons pour décrire un personnage féminin. Non, on va plutôt dire pute, salope, hystérique, crazy fucking bitch. Numéro 4, Valka, Dragon 2. Valka, c'est la mère de Harold, le héros de Dragon. Et elle est vachement bien parce que déjà, elle est doublée par Cate Blanchett en VO, qui ne fait que les choses vachement bien, on est d'accord. Ouais bon, ça va, hein. Libre, forte, agile, Valka est une viking comme on les aime, à l'image des dragons au milieu desquels elle vit seule depuis 20 ans. 20 ans qu'elle a abandonné son village, son mari et son fils nouveau-né. Et je dis bien abandonné. Certes, elle a été enlevée par un dragon, mais les dragons ne lui ont jamais voulu de mal, et rien ne l'empêchait de revenir, ou au moins de donner des nouvelles. Valka dit qu'il valait mieux pour sa famille qu'elle ne soit plus là, mais je pense qu'on a tous l'impression que c'est une excuse, et qu'en vérité, elle a trouvé avec les dragons une vie qui lui convenait mieux que celle qu'elle avait avec mari et fils. Le film souligne assez le fait que, malgré tout son amour pour Stoïque, Valka est en contradiction totale avec lui et qu'elle ne voyait de solution à leur différence que la séparation. En fait, elle n'a même pas essayé de le faire changer, chose que, en revanche, Harold a osé faire dans Dragon 1 et a réussi. Valka s'est tout simplement barrée de chez elle, en abandonnant son bébé pour vivre sa vie. Il n'y a pas d'autre façon de le dire. C'est pas tous les jours qu'on voit des mères aussi négatives dans les films de famille. Déjà, en général, les mères dans ce genre de film sont soit absentes, soit mortes. Et si elles sont là, elles n'ont pas souvent, voire jamais, une telle relation avec leur enfant, encore moins s'il s'agit d'un fils. Au mieux, elles se contentent d'élever l'enfant en l'absence du père parti à l'aventure, père que le jeune héros, si c'est un garçon, va finir par rencontrer comme une étape pour devenir un homme à son tour. Là, pour une fois, on a une relation très complexe entre une mère et son fils de 20 ans déjà, dont le père, en plus, est pratiquement exclu. Regardez-les voler, regardez la joie de se sentir libre et de découvrir quelqu'un qui a les mêmes rêves que soi. Valka est une femme complexe qui a fait des choix discutables. On peut même dire qu'elle est extrémiste et a un côté un peu fêlé parce qu'elle ne sait plus se comporter avec d'autres êtres humains. Mais on ne peut s'empêcher de l'admirer, de l'envier et de ressentir ses émotions conflictuelles quand elle retrouve Harold et Stoïque. L'amour, l'admiration, la joie, la culpabilité, la honte, la peur aussi. On ne peut que vous encourager à découvrir son personnage dans les livres dont Dragon est adapté. Dans les livres, elle s'appelle Valalarama, et elle est encore plus extrême et discutable que dans le film. Numéro 3. Zo et Hanzi, l'attaque des titans. On vous a déjà un petit peu parlé de notre amour pour le personnage de Hanzi dans notre vidéo sur l'attaque des titans. C'est une série qui, là aussi, regorge de bons personnages féminins. Annie, notamment, a manqué de peu sa place dans ce top, mais nous nous focalisons sur Hanzi. Au lieu, comme tous les autres soldats, de vouloir exterminer les titans qui dévorent les humains, Hanzi leur témoigne un intérêt plus que scientifique. Si elle expérimente sur eux pour mieux les comprendre et déterminer comment mieux les abattre, elle met un point d'honneur à les traiter avec humanité. Elle leur parle, espérant contre tout espoir obtenir une réponse, elle les nomme et se soucie sincèrement de leur morale et de leur santé. Tout ça est saupoudré d'une dose d'excentricité, Hanzi étant facilement hyperactive et très émotionnelle, n'ayant aucun souci pour sa propre sécurité. Ce côté extrême du personnage peut paraître too much et on peut se dire qu'elle est folle ou qu'elle a juste un rôle de comic relief. Mais non, car cette attitude qu'Hanzi a envers les titans est parfaitement logique et justifiée. En fait, Hanzi se dit:
On ne sait rien des titans, donc soit je continue de faire comme on a toujours fait, et je risque de ne rien apprendre de neuf, soit j'adopte une démarche radicalement différente, et on verra bien ce que ça donne. Et c'est cette façon de penser originale qui fait de Handy l'un des personnages les plus utiles dans la lutte contre les titans. C'est elle qui permet de perfectionner l'équipement tridimensionnel et les pièges, c'est elle qui fait le plus de découvertes, c'est elle qui émet les théories les plus intéressantes, et qui finalement s'approche au plus de la vérité. Quant à sa manière de traiter les titans avec humanité, quand on lit le manga et qu'on en apprend plus sur leur nature, ça résonne plus de la même façon. Petit aparté, dans le manga, Handy n'est pas un personnage féminin. Il n'est pas masculin non plus, il a un physique androgyne, et Hajime Isayama, l'auteur, fait exprès de ne jamais le désigner comme homme ou femme, allant jusqu'à tourner ses phrases pour qu'il n'y ait pas de pronom ou d'accord féminin ou masculin. Pour l'auteur, homme ou femme, ça convient au personnage, dont le genre est laissé à l'interprétation du lecteur. Numéro 2. Sansa Stark, Game of Thrones. On sait, vous attendiez probablement plutôt Arya ou plutôt Daenerys. Et elles mériteraient leur place dans ce top. Mais voilà, nous, on préfère Sansa. Ce qui me tue avec ce personnage, c'est à quel point certains la haïssent, juste parce qu'elle ose croire au prince charmant et ne sait pas se battre. C'est une fille de 13 ans dans une société patriarcale archaïque extrêmement violente envers les femmes. Je pense qu'on peut au moins être un petit peu compréhensif, non? Je veux dire, j'ai 25 ans, je vis dans une société beaucoup plus pacifique, beaucoup plus libérale. Je crois toujours autant au prince charmant, je suis incapable de faire de mal à une mouche. C'est drôle parce qu'avant, en grossissant le trait, la norme du personnage féminin était d'être, comme Sansa, assez passive, lisse, romantique. Et on s'est tous élevés contre ça pour avoir des personnages féminins forts qui puissent être au coude à coude avec les personnages masculins. Et c'est très bien, mais pour autant il est débile de cracher sur les personnages féminins qui ne sont pas badass. On a besoin d'une diversité dans les personnages, et être faible et fragile n'est pas ce qui fera de Sansa un bon ou un mauvais personnage. Ce qui est important, c'est qu'elle soit bien caractérisée. Sansa est une jeune fille conditionnée pour être bien comme il faut, selon sa mère et selon les mœurs de Westeros. En tant que fille aînée des Stark, elle sait quelles responsabilités pèsent sur elle, se marier et avoir des enfants. On ne l'a jamais encouragée à avoir du caractère, et tout ce qu'on lui a appris, c'est la couture et la révérence. On ne lui a même pas appris à se débrouiller dans les intrigues de cour, comme Marjorie. Par contraste, prenez Arya, sa petite sœur. Ouais, elle est rebelle et elle est affirmée. Ce que, d'un autre côté, vous pouvez aussi appeler capricieuse ou gâtée. Arya peut se permettre d'être comme ça parce qu'elle n'est pas l'aînée et qu'elle a un gentil papa chéri qui l'encourage, là où Ned n'a pratiquement pas d'interaction avec son autre fille. Donc Arya, contrairement à Sansa, n'est pas entièrement désarmée quand leur père meurt. Sansa, elle, tombe de très très haut. Elle se retrouve complètement isolée, dans un environnement extrêmement hostile contre lequel elle est démunie. Sa famille est massacrée, ce dont elle est forcée de se réjouir, elle est retenue en otage, mariée à un monstre, chaque visage cache un traître et un ennemi, le moindre faux pas peut lui coûter la vie ou pire. J'aimerais bien vous y voir. On verra combien de temps vous tenez en résistant au meurtre, au viol, au suicide ou à la folie. C'est en fait l'un des personnages les plus forts de l'histoire, car elle est dans la pire situation sans y être du tout préparée, et qu'elle survit quand même jour après jour. Même Tyrion remarque que Sansa est extrêmement habile, et qu'elle les enterrera tous. Lady Stark, you may survive us yet. Plus ça va, plus Sansa apprend à se défendre avec le peu d'armes qu'elle a, et à tourner les situations à son avantage. C'est d'elle dont on attend le plus pour les saisons à venir. Comment va-t-elle évoluer ? Va-t-elle continuer de grandir sur cette voie ? Va-t-elle user de son avantage sur Littlefinger ? Elle a un potentiel énorme, et moi je ne rêve que d'une chose, c'est qu'elle soit enfin réunie avec Arya et qu'ensemble, elles aillent venger la maison des Stark. Numéro 1, Shepard. Mass Effect 1, 2 et 3. La place numéro 1 de ce top, dans notre esprit, ne pouvait être attribuée qu'à Shepard, le personnage que vous incarnez dans la saga des Mass Effect. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas Mass Effect, mais d'où vous sortez ? Shepard est une héroïne au sens le plus noble du terme. C'est un exemple, à la fois grandiose et humaine. Elle est forte, physiquement et mentalement, endurante, unique, diplomate et prompte à la colère, habile oratrice, mauvaise danseuse, puissante et respectée, amoureuse, esselée, supportant une pression terrible. Elle boit beaucoup, elle fait des blagues nulles, elle est incapable de garder ses poissons en vie, elle est cernée par des incapables, elle revient d'entre les morts pour être à nouveau sacrifiée et devenir une légende. Bien sûr, nous sommes dans un jeu de rôle et Shepard peut être un homme ou une femme selon le choix du joueur en début de jeu. Pour des raisons de marketing, comme on destine plutôt les jeux vidéo aux garçons, l'apparence iconique de Shepard, c'est celle-ci.
Mais BioWare n'avait pas anticipé que FemShep, comme on l'appelle, passionnerait autant les joueurs des deux sexes. Beaucoup de joueurs masculins préfèrent incarner une Shepherd au féminin, ne serait-ce que pour changer du héros masculin, stéréotypé militaire blanc et mal rasé. Le travail de Jennifer Hale, sa double dans la version originale, y est aussi pour quelque chose, beaucoup trouvant qu'elle surpasse son collègue masculin. FemShep a tellement conquis les joueurs qu'une fois arrivé à Mass Effect 3, les développeurs se sont dit qu'il était temps de lui donner une apparence féminine iconique. Ils ont invité les fans à voter, et le résultat a figuré sur les jaquettes du jeu, au même titre que le Shepard masculin. Mais que vous jouiez homme ou femme, finalement, ça change pas grand-chose. Ça change l'apparence, l'accord et les pronoms dans les dialogues, les personnes avec qui vous pouvez coucher et bien sûr votre propre rapport à votre avatar. Mais qu'il soit homme ou femme, blanc ou noir, brun ou blond, plus ou moins âgé, le personnage de Shepard reste le même. Et c'est un peu la consécration du féminisme si un personnage peut être défini d'abord par ses actions et non par son sexe, ni même par sa couleur de peau ou quoi au caisse. Comme quoi les jeux vidéo sont parfois le média le plus égalitaire et libéral qui soit. Ce top est maintenant terminé, on espère qu'il vous a plu et peut-être qu'il vous a fait découvrir un ou deux personnages intéressants. N'hésitez pas à commenter et à discuter de la naïveté de Sansa, et pourquoi pas à proposer des personnages féminins qui ne figurent pas ici. Sur ce, on vous souhaite une bonne journée et à la prochaine. À la prochaine! On fait quoi pour la prochaine vidéo? Oh putain, j'en sais rien. J'ai pas trop l'inspiration en ce moment. Wow, moi j'en ai de l'inspiration. On vient de faire les 10 meilleurs personnages féminins là. Encore un truc de sexiste de votre part, donc on va passer aux 10 meilleurs personnages masculins, ça serait un peu normal, non? Pour changer. Il me saoule. Ouais, moi aussi. D'ailleurs, ça me fait penser. Ça fait longtemps qu'on l'a pas tué, lui. Ouais. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Non Ah, t'es comme ça, toi. Ouais. Mais bon, elle a peut-être pas complètement tort. Oh merde. Je me vengerai!